Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous accompagner cet après-midi. Alors il y a beaucoup de statistiques américaines qui sont attendues cet après-midi, vous le savez, c'est une journée qui est dédiée à la publication des indicateurs très respectés d'ailleurs, PMI, indice de confiance des directeurs d'achat, donc on cherche à se projeter en sondant des agents économiques très importants au sein de l'entreprise. Ces indicateurs avancés ont plusieurs estimations, il s'agit aujourd'hui d'estimations flash au titre du mois de novembre, parce que le mois de novembre n'est pas terminé. Ce matin, ceux de la zone euro sont ressortis en ce qui concerne la partie manufacturière inférieure aux attentes. Et donc cet après-midi, nous aurons le même indicateur pour les États-Unis. Avant cela, à 14h30, deuxième estimation de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'il s'agit de 50% des objectifs macroéconomiques que cherche à atteindre la Réserve fédérale des États-Unis. Alors avant de faire un tour d'horizon des graphiques et d'envisager la suite des événements, laissez-moi simplement vous inviter à lire ce rapide article qui se trouve donc en page d'accueil de notre site, qui vous rappelle notamment que l'objectif justement, la fameuse Forward Guidance de la Réserve fédérale des États-Unis se constitue de deux parties. La première, l'objectif de plein emploi, et la seconde partie, les 2% d'inflation. Et le procès verbal hier de la Fed nous rappelle que le comité de politique monétaire étudie deux indicateurs d'inflation, le traditionnel IPC, l'indice des prix à la consommation, très connu, et un autre indice déterminé par le département du commerce qui mesure les dépenses réelles de consommation personnelle, l'indice PCE. Alors tout ça pour vous rappeler que ce chiffre de 14h30 est donc important et que mécaniquement il aura un impact immédiat sur la tendance du dollar US et donc de nombreuses paires de devises sur le marché d'échange. Alors quel est le consensus? Le consensus s'établit à 1,7%. Donc pour l'évolution des prix, pour le régime des prix à la consommation aux États-Unis au mois d'octobre, un consensus que vous avez pu consulter donc en prenant connaissance de notre calendrier économique. Alors, indice des prix à la consommation annuel glissant, nous indiquons nous une prévision de 1,6%, d'autres calendriers précisent 1,7%. Bon, partons donc pour une fourchette comprise entre 1,6 et 1,7% pour ce qui est donc du consensus du marché. Voilà donc pour cette brève introduction fondamentale. Maintenant, je vais vous montrer un certain nombre de graphiques. On va prendre connaissance des chiffres dans 9 minutes et ensuite je vous proposerai un tour d'horizon comme d'habitude, des graphiques en données 4 heures avec des stratégies de trading basées sur l'identification à un stade précoce de ce que j'appelle des points, tout simplement des gros niveaux d'analyse technique. Alors, il y a beaucoup de contenu sur notre site depuis ce matin, donc vous avez pu notamment voir que nous vous avons proposé des stratégies de vente de court terme sur les marchés actions, mettant en avant le fait qu'en Europe, les marchés ont atteint la partie haute de range. Alors, quelque chose que vous pouvez constater sur l'indice pan-européen Eurostoxx 50, qui lui avait atteint donc les 3144 points, qui donc constitue un niveau de résistance horizontale. Vous avez pu aussi constater que les indices du sud de l'Europe, MIB et IBEX, eux aussi avaient atteint la partie haute de range. Alors, les marchés actions européens sont dans des trading ranges. Nous avions donc hier atteint la partie haute, le marché revient donc dans la partie basse. Et il s'avère que le marché parisien, représenté donc par l'indice CAC 40, avait quant à lui tenté, sur la base des cours de clôture en données journalières, une extraction haussière. Extraction haussière en brisant à la hausse un niveau important à 4240 points. Aujourd'hui, ce que nous montre le marché, c'est que ces 4240 points n'ont pas encore acquis le statut de support. Et donc c'est plutôt quelque chose d'assez négatif, négatif pour le court terme, et qui voit donc ce marché parisien réintégrer, ou en tout cas rester, dans cette phase plutôt plate, en place depuis le début du mois de novembre. En ce qui concerne les marchés actions US, c'est fermement haussier sur tous les horizons de temps, sauf que le court terme est au piche. En clair, il est légèrement suracheté et on peut en effet envisager un scénario de retour au contact des précédents sommets annuels. Alors ce qui permet d'envisager un S&P 500 refluant depuis cette oblique de résistance, revenant chercher un premier support ici à 2030 points, ou encore un indice Dow Jones des valeurs industrielles venant prendre appui et dans un premier temps donc chercher un niveau de support qui se trouve à 17 527 points. Vous avez un tour d'horizon des indices boursiers US qui se trouve sur le site
laissez-moi encore vous rappeler la configuration de l'indice à Nasdaq 100 qui lui aussi est en mesure de rejoindre d'abord cette trendline à faible pente et enfin d'effectuer un pullback sur 4125 points. En clair, nous assistons à des phases de prise de profit conjuguées d'ailleurs à la fois en Europe et aux États-Unis suite à une phase d'appréciation en place depuis bientôt 5 semaines. Donc somme toute, elle est légitime. Il y a cependant un indice qui m'interpelle. Il s'agit de l'indice AUS 200. Alors je ne vous propose pas de négocier cet indice, cependant je vous rappelle que cet indice avait subi avant les autres un choc. Tendance baissière dès le 4 septembre. Alors c'est absolument pas un baromètre infaillible, il n'y a probablement aucun lien d'ailleurs entre la dynamique de ces deux marchés, mais cependant il est parfois évoqué comme étant précurseur. En tout cas, eh bien, j'ai donc ici superposé l'indice AUS 200 et donc vous pouvez constater ce qui s'était passé ici en septembre. Et étonnamment, c'est un marché action qui se replie vivement depuis le 11 novembre. Alors d'ailleurs jusqu'à présent, les autres marchés actions ont été parfaitement étanches à ce qui se passe ici sur cet indice de référence pour ce qui est de la tendance des actions australiennes. Alors pour les graphiques en données journalières, encore quelques-uns, et puis nous basculons ensuite sur le cadre intraday. J'ai toujours en tête cette compression que développent petit à petit les cours du WTI. Alors chaque jour je vous en parle en vous expliquant que en 2009 la construction d'un creux avait pris 3 mois, qu'il avait s'agi d'un double bottom. Maintenant je surveille ce qui pourrait être encore une fois une configuration en wedge, sauf que pour le moment nous n'en sommes pas sortis, donc cela reste baissier. Et puis j'étudie à côté de cela d'autres actifs qui sont liés directement aux perspectives d'évolution du prix du pétrole. Alors on vous a par exemple suggéré la semaine dernière d'étudier la corrélation positive entre le rouble russe ou encore les prix du pétrole, ou encore la corrélation positive entre les prix du pétrole et certaines actions appartenant au secteur des services pétroliers. Alors j'évoquais notamment hier le cas de CGG, ex-CGG Veritas, sur laquelle j'avais d'ailleurs conseillé une stratégie d'achat pour viser 8 €, et avec la hausse aujourd'hui de 20%, ces 8 € sont atteints. Cependant, aucun mouvement apparent pour l'instant sur les cours du WTI. Cependant, j'ai noté que la paire de devises USD RUB, sur laquelle je ne vous invite à adopter aucune stratégie de trading, malmène un niveau de support à 46,80 et devrait normalement bien tendre vers le prochain qui se trouve aux alentours des 45,80. Mais pour le moment, ces marchés ici, WT ou Brent reste parfaitement baissier en l'absence de la cassure d'une résistance sur l'horizon de temps journalier. Donc qui est indiqué ici par le sigle D1, ici sur vos graphiques lorsque vous utilisez l'indicateur Watermark. Alors, pour les graphiques en données journalières, je pense que c'était plus ou moins tout ce que je souhaitais vous montrer. Nous allons maintenant passer sur... Ah oui, non, un dernier sur cet horizon de temps. Je vous l'ai déjà montré hier, la UDNZD et cette approche que j'ai finalement par palier. Rappelons l'importance des 1,0917 ou des 1,0750. En clair, cela va se jouer soit sur ce niveau, soit sur l'autre, avec une préférence bien sûr pour les 1,0917. Bon, ce graphique journalier me plaît parce que je trouve que ici c'est simplement de l'analyse technique et que ça me paraît globalement clair. Pour les graphiques sur cet horizon de temps, c'est terminé, c'est tout ce que je souhaitais vous montrer. J'ai d'autres graphiques d'horizon de temps supérieur, mais sur lesquels je suis assez largement revenu hier. Et d'ailleurs, si vous souhaitez les reconsulter, eh bien c'est tout simplement la dernière vidéo disponible sur notre chaîne YouTube dans la section Wall Street Insider. Alors maintenant, les graphiques de court terme, j'en ai davantage à vous montrer sur le marché des matières premières, compartiment de l'énergie, compartiment des métaux précieux, etc. Sur le marché des devises et aussi donc sur les indices boursiers. Alors, on a 3 minutes là, donc malheureusement j'aurais pas le temps de faire un tour d'horizon d'une vingtaine d'actifs en 3 minutes, ça n'aurait aucun sens de d'aller trop vite. Hein. Un mot m'échappe, mais en tout cas à 14h30 nous attendons de ces chiffres. Nous allons en prendre connaissance et nous concentrer sur la façon dont le dollar américain réagit. Je vais utiliser pour cela la paire euro-dollar qui rappelle hier que au moment où le procès verbal de la dernière réunion du FOMC a été rendu public, il y a eu un mouvement somme toute éclair de vente du dollar à travers une accélération de l'euro-dollar qui a tout de suite stoppé au contact d'un niveau de résistance descendant.
Il reste au fond que le niveau horizontal des 1,2570 demeure pour le moment résistance. Et finalement ce marché est depuis parfaitement flat, entre 1,2357 et ces 1,2570, avec hier donc un point de contact à 1,26 qui correspond à cette ligne de tendance baissière que nous retrouvons d'ailleurs en parfait miroir sur la paire USD CHF, à travers une ligne de tendance haussière que le marché achète avec régularité depuis la fin du mois d'octobre. C'est une ligne de tendance haussière qui a été achetée le 21 octobre, une ligne de tendance haussière qui a été achetée le 29 octobre, et encore hier, une ligne de tendance haussière qui a été achetée, la traduction des 1,2570 se trouvant sur 0,9560 en ce qui concerne la paire de devises USD-CHF. Cependant, on a noté hier la force relative intéressante de l'euro à travers par exemple notre indicateur Standard qu'on a surtout retrouvé sur l'euro yen, quelque peu sur l'euro GBP. Bon, maintenant ces paires respirent, c'est logique, c'est légitime, on va en parler. Mais l'euro dollar c'est resté donc beaucoup plus flat. Alors il est 14h29, ce que nous allons faire c'est quoi? Je vais mettre ici le graphique de l'euro dollar sous vos yeux. Et puis je pense que simplement en regardant la réaction de ce marché, on aura une bonne idée de ce que vont être ces chiffres du régime des prix aux États-Unis. Alors les chiffres viennent de tomber et je vois dans un premier temps que je ne vois pas grand chose, si ce n'est un mouvement quand même d'achat en faveur du dollar US, alors qu'on constate ici sur la paire euro-dollar qui est bien vendue, hein, c'est ce qu'on constate pour le moment, et qui est donc à 1,2517. Bon, il y a une forme de volatilité qui est un peu réduite. Prenons connaissance d'ailleurs des chiffres et ensuite, cette fois-ci, nous démarrons le tour d'horizon donc de ces marchés financiers. Alors les chiffres. Alors en rythme annuel, c'est parti. Que sont ces chiffres en rythme annuel? C'est donc 1,8%. Donc c'est supérieur au consensus, 1,8% pour l'inflation dite core, alors qui exclut les États-Unis. Moi je vois donc pour l'inflation core en rythme annuel 1,8% pour l'inflation core. Voilà, donc c'est donc un chiffre supérieur aux attentes. Alors je vous rappelle justement, et c'était une des informations importantes hier du procès verbal, établi donc par le comité de politique monétaire de la Fed, qui rappelle la cible d'inflation que cherche à atteindre à terme la Réserve fédérale des États-Unis. Elle se situe à 2%, donc le mois d'octobre représente un pas de plus en direction de cette cible. Alors maintenant, démarrons et continuons par un tour d'horizon complet du marché des changes, hein, puisque j'imagine que c'est avant tout, là ce qui vous intéresse le plus, c'est le marché le plus sensible à cet indice des prix à la consommation. Et mécaniquement, on ne peut constater que c'est un chiffre qui soutient l'appréciation du dollar US. Pourquoi? Cela confirme pour le moment la tenue d'une ligne de tendance haussière ici sur l'USD-CHF et confirme la tenue d'une ligne de tendance baissière sur la paire euro-dollar. La question au fond qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que nous construit depuis le début du mois de novembre ces deux paires de devises, puisqu'il s'agit de marchés latéraux, de marchés plats. Ces marchés sont flats, c'est ce qui se passe ici sur l'USD-CHF entre 0,9560 et 0,9751, et c'est ce qu'on constate aussi ici sur la paire euro-dollar entre 1,2350 et 1,2570. Alors, au vu là de la réaction des cours, j'ai le sentiment que l'euro-dollar devrait rejoindre à 25 $, niveau qui n'a pas été testé aujourd'hui d'ailleurs. Et au fond, nous sommes encore, je dirais, peut-être sous l'influence de ce qui a été ce matin, le rejet sous les 1,2570, ou encore la réaction positive au contact ici de ce niveau de support à 0,9559. Alors je n'ai pas la clé. Je ne sais pas exactement ce que nous prépare cette paire euro-dollar qui est plate depuis maintenant 2 semaines, traduisant finalement une modification du momentum de marché sans qu'une nouvelle phase directionnelle ne soit enclenchée. En clair, aucun support majeur n'a été brisé depuis 2 semaines, mais aucune résistance importante n'a été aussi brisée depuis 2 semaines. Alors la meilleure façon d'agir est toujours d'adopter les stratégies trading au contact des points, c'est-à-dire vendre les résistances ou acheter les supports. C'est globalement la seule chose que l'on peut dire ici sur ce marché de la paire euro-dollar. Alors la prochaine direction et le prochain support important qui sera testé se trouve ici à 1,25 $, c'est un niveau de support.
Bon, rapidement, les indices boursiers, et je pense que les indices boursiers seront davantage impactés par l'estimation flash de l'indice PMI, puisque cet indicateur a pour vocation de mesurer les perspectives de l'économie réelle, perspectives fondamentales, vraiment la partie macro, avec un impact évident sur les marchés boursiers. Euh, donc là, on constate simplement que les marchés actions restent sous pression, mais comme c'est le cas finalement depuis ce matin, avec CAC 40 qui a donc des difficultés et qui a tout simplement pas confirmé le rôle de support de ces 4240 points. Alors sur ce graphique intraday, j'ai fait figurer les 4240 en bleu parce qu'il s'agit d'un niveau qui était identifiable en cours de clôture journalier. Reste que, comme le rappelait tout à l'heure Nicolas Chéron, il a encaissé une grande partie des stratégies de vente adoptées hier, avec un stop à 0 sur le solde. Pourquoi a-t-il fait cela ? Tout simplement parce que la nouvelle proximité de la moyenne mobile à 20 jours est susceptible de réagir favorablement au cours. L'idée, c'est toujours la même chose en stratégie de trading. On vend au contact de résistance, on prend des bénéfices, ou on achète au contact de support. Et inversement. Admettons tout de même que le premier support horizontal se trouve à 4160. Je n'en vois pas réellement, hormis la MM 20 jours, de solide avant ce niveau des 4160. Donc je ne chercherai pas d'achat avant éventuellement que ce marché atteigne ce niveau de support. Et donc là vous n'avez, je pense, pas de timing, clairement pas, pour adopter une stratégie bull. Voilà pour ce qui est du CAC 40, et finalement c'est ce qu'on peut retrouver comme lecture sur le DAX. Alors le DAX c'est un peu différent parce que le DAX, lui, a été en mesure de réaliser une cassure haussière comme le CAC, et 9400 points, vous ne vous en rendez pas compte sur ce graphique intraday, mais il s'agit du précédent sommet en cours de clôture journalier. Donc 9400 points pour l'instant défend son rôle de support. Cependant, eh bien, j'étudie, vous le savez, sur cet horizon de temps intraday, eh bien ici, ce rectangle sur l'indicateur technique RSI du DAX. Alors, on était ce matin d'ailleurs dans la partie haute, ce qui justifiait d'ailleurs une prise de position à la vente sous ces 9500 points. Le marché teste 9400, mais cet indicateur se trouve ici à mi-parcours. Alors, je ne chercherai pas là non plus une stratégie d'achat, tout simplement parce que eh bien, l'indice S&P 500, selon ma lecture, devrait se replier en direction du support à 2029 points. Pourquoi ? Parce que le SP500 hier a tenté, regardez, de réaliser une cassure haussière de cette oblique de résistance. Rappelez-vous, cette fameuse oblique de résistance rouge qui attrape tous les sommets de marché. Il a tenté de la briser à la hausse et finalement l'a réintégrée. Il a effectué un pullback puisqu'elle a récupéré son rôle de résistance. Alors étant donné que j'anticipe désormais que ce marché revienne tester ce support à 2029 points, je n'invite pas, sur le court terme, à chercher ici des stratégies d'achat sur les indices boursiers. Alors, le MIB et l'IBEX, je pense aussi que le MIB devrait aller chercher ce support à 18 880 points, ou encore que l'indice IBEX devrait quant à lui retourner dans la partie basse de son range, qui se situe entre 10 000 et 10 040 points. En clair, il n'existe à l'heure actuelle pas de timing pour se positionner donc long sur ces marchés actions européens ou américains d'ailleurs. Alors on va continuer le tour d'horizon des paires de devises en s'intéressant tout d'abord aux paires en yens. Alors les paires en yens, elles ont atteint ce matin un certain nombre d'objectifs ou approché un certain nombre d'objectifs. Il existait sur la paire euro-yen une résistance horizontale, visible sur des graphiques de long terme, à proximité des 149. L'USD yen aussi, on a vu s'est approché des 120 yens, il a dû faire 119 quelque chose. Il respire, il faudra à nouveau s'intéresser, je dirais, au niveau de support de ces paires, mais plus tard. Alors notamment sur l'euro-yen, eh bien, je surveille toujours cette oblique de tendance haussière ici. Ce qui m'intéresse sur l'euro-yen, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait une impulsion, on en a retracé 50%, impulsion 50, impulsion 50, impulsion, et donc nous serions finalement dans cette phase qui pourrait ramener l'euro-yen en direction de 147. Peut-être qu'à ce moment-là, en fonction de la façon dont dérivent les cours, 147 sera soutenu par cette oblique de tendance. Donc sur le court terme, eh bien, je pense qu'il faut attendre que ces paires respirent et reviennent vers d'autres niveaux de support. Donc l'euro-yen, vous pouvez prendre des bénéfices si vous avez eu entre guillemets la chance de réussir à prendre ce train en marche. Et je pense que je m'y intéresserai à nouveau dès lors que ce marché reviendra
aux alentours de 50% de retracement de la dernière jambe de hausse, donc quelque part entre 147 et 147,40. J'ai un œil averti dessus, je la suis et je vous avertirai justement dès que j'estime que cette paire approche des niveaux importants. USD Yen, je vise et j'ai toujours visé 120 yens pour la fin de l'année. Alors 120 yens, le marché a fait ce matin 118,97. Lui aussi respire et le prochain support qui existe ici sur l'USD Yen se trouve à proximité des 117,60. D'ailleurs, à peu de choses près, la partie haute de ce canal dont les cours se sont extraits par le haut. Là aussi, j'attends que cette paire respire. Et d'ailleurs, je vous invite à utiliser sur l'horizon de temps 4 heures les points de contact de l'indicateur technique RSI avec la neutralité, ici qui se trouve à 50. Et à chaque fois, d'ailleurs, cette neutralité, dans le cadre de cette puissante tendance haussière, a permis d'attraper des points bas, surtout lorsqu'elle se conjuguait avec des supports chartistes. Il est généralement possible d'observer que dans des phases haussières, le momentum mesuré par l'indicateur technique RSI s'inscrive entre 50 et 70. Alors à ce moment-là, dans le sens de la tendance, la neutralité peut venir appuyer l'existence d'un niveau de support chartiste dont vous constatez l'existence sur les prix. Alors, on continue donc ce tour d'horizon. Le NZD USD et l'AUD USD m'ont intéressé la première quinzaine du mois de novembre et ne m'intéressent pas cette semaine, dans aucun sens d'ailleurs. J'ai un manque de visibilité, même en étudiant des graphiques de plus long terme. Pour le moment, je reste un peu à l'écart, même si j'admets que le NZD USD teste un support ici à 0,7825. Qu'il cherche d'ailleurs à défendre âprement. J'ai quand même bon espoir que cette paire de devises ait trouvé au-dessus des 0,77 un seuil pour se stabiliser, peut-être assez longtemps, mais au niveau actuel des cours, eh bien, je n'ai pas réellement d'opinion. Le câble, ce n'est pas la paire en livres sterling que je suis actuellement le mieux, cependant je vais vous en parler. Pourquoi? Parce que Nicolas Chéron vous a proposé une stratégie d'achat au contact d'un niveau de support ici à 1,5592. L'idée c'est quoi? C'est d'aller chercher une résistance majeure, enfin hebdomadaire, qui se trouve à 1,5750. Il me semble avoir entendu qu'il envisageait un objectif de cours à 1,5710. Donc encore une trentaine de pips au-dessus. En réalité, il vise un GBP USD capable d'aller chercher ici la partie haute de ce qui s'apparente à finalement un nouveau range entre 1,5592 et 1,5710, 1,5750. Bon, acheter le bas du range pour viser le haut du range. Voilà une stratégie de court terme parfaitement justifiée, d'autant plus qu'elle était appuyée par une contradiction positive de momentum de court terme, puisque établie ici sur un graphique en données 4 heures. Toujours en ce qui concerne les paires en dollars, l'euro-dollar nous en avons parlé, l'USD-CHF aussi, le câble aussi, le NZD-USD et l'AUD-USD ne m'inspirent pas sur le très court terme. Alors maintenant on va poursuivre, on a déjà évoqué le câble euro-yen, de l'USD-yen, maintenant qu'en est-il du GBP-yen? Alors autant vous dire que sur le GBP-yen, en toute franchise, j'avais donc identifié cette structure latérale que le marché construisait entre 180,70 et 184,50, autant vous dire que cette anticipation que j'ai pu avoir d'une phase de sommet est complètement invalidée. Il s'agit que de rappeler qu'au fond, même si le sterling a perdu pour quelques mois son statut de devise forte sur le FX, il n'empêche que le GBP yen n'en reste pas moins une paire en yen, et que le yen, lui, reste la monnaie faible du marché d'échange. Le GBP yen a cassé une résistance, ici, qui se trouve à 184,66. 184,66 fait désormais office de support, et désormais, étant donné que le GBP yen en est sorti par le haut, eh bien, je pense que nous pouvons reporter l'amplitude de ce range ici pour envisager à terme d'autres objectifs de cours. Ce qui donne ici, à terme sur ce GBP yen, une cible plus proche des 188 yens japonais, et ce tant que 184,60. Alors en cours de clôture, le support se trouve à 184,30, et bien fait désormais donc office de support. Donc le GBP yen a repris sa marche en avant en cassant ici une résistance, et donc bien en allant lui aussi petit à petit chercher ses sommets de l'année 2007. Donc voilà, sur le GBP yen, c'est avant tout une paire en yen, et d'autre part, étant donné qu'on constate
un retour de l'attrait relatif court terme sur le GBP, probablement des rachats de shorts, ou en tout cas du rebond technique, on voit que cela favorise cette appréciation à court terme du GBP Yen. Alors l'USD CAD, comme indiqué, évolue dans une structure qui se répète au fond sur cette paire de devises. Ce sont des structures de pause légèrement descendantes, et les cours finissent par parvenir à s'en extraire par le haut. Alors ce qui est intéressant dans ces patterns, c'est qu'il faut en acheter la partie basse. Or, le marché a rejoint ce matin la partie haute. La partie haute de cette structure qui est peut-être davantage, ou un espèce de canal, un flag, bref, en faisant une touchette à 1,1368. Et donc je pense désormais que l'USD CAD est en train de se replier, probablement en direction de la partie basse. Alors le prochain, je dirais que ça ne me choquerait pas finalement que ce marché revienne tester 1,1258. Elle est donc sur le court terme plutôt sous pression ici, cette paire de devises USD CAD, logique sur le plan d'analyse technique, puisqu'elle reflue depuis la partie haute d'une structure de pause. Alors je continue le tour d'horizon et puis après je reviendrai un peu plus largement sur l'euro-dollar et l'euro GBP. J'ai cependant noté l'existence d'un niveau de support sur l'AUD-CHF, un point intermédiaire qui a réagi ce matin. Il s'agit simplement d'un niveau horizontal, qui se trouve à 0,82. Alors au fond, j'ai une lecture en range sur l'AUD-CHF. Je pense qu'il s'agit d'un range entre 0,82 et 0,8450, 0,8480. Donc voilà, elle est plus proche d'un support que d'une résistance, elle est survendue, et ça ne me choquerait pas là aussi que cette AUD CHF, alors on a tenu 0,82, par contre voilà, on a une résistance ici à 0,8267. Alors sur le très court terme, voilà comment est-ce qu'on peut voir la chose, on est là dedans, hein, dans cette espèce de... Alors pour une stratégie de vente c'est simple, cassure de 0,82 c'est vente. Là c'est vraiment moche. Pour envisager une stratégie d'achat, il faudrait que le marché soit en mesure de reprendre les 0,8266. Alors là dans ces cas-là, je pense que le marché peut revenir chercher la partie haute ici de ce range. L'euro GBP est actuellement flat. L'euro GBP est flat tout simplement parce que l'euro dollar et le GBP USD évoluent sur le court terme de manière à peu près similaire, en tout cas à peu de choses près. Bon, l'euro GBP, je vous en parle assez souvent, notamment depuis mercredi dernier. Je ne m'intéresse qu'à un niveau pour une stratégie positive, il s'agit des 0,7920. L'euro GBP a tenté de franchir, il n'y est pas parvenu pour le moment, une ligne de tendance baissière en place depuis 2013, échouant sous un niveau horizontal à 0,8046. Je note cependant la résilience inhabituelle de cette paire de devises au contact d'un niveau de résistance. Généralement, elle rejette assez rapidement. Je m'y intéresse à moyen long terme, au contact de bons niveaux. Sur le très court terme, il existe un niveau intermédiaire, ici, que le marché teste, qui se trouve à 0,7977. Ce n'est pas un bon point, même si, bon, il y a un certain nombre de choses qui montrent que le marché s'y intéresse dans cette zone-là. Cependant, pour le moyen terme, ce sont les 0,7920 qui m'intéressent, et il existe à 0,7977 un niveau intermédiaire, et si vous souhaitez l'utiliser pour une stratégie d'achat, le stop doit être extrêmement serré. Pourquoi? Parce que s'il est brisé, eh bien le marché ira chercher justement ces 0,7920. Pour le moment, 0,7977, bon 75 en fait, eh bien est un niveau qui est défendu par le marché. Alors, la question que vous vous posez peut-être, est-ce que la lecture que je propose en rounding bottom est valide sur l'euro-dollar? Autant vous dire que dans un range, un analyste chartiste va avoir un biais, et dans un biais va toujours tenter de faire un lien avec une figure chartiste. Ce n'est pas une bonne chose à faire, ça c'est certain. Cependant, je note malgré tout l'existence inhabituelle d'une succession de creux ascendants. C'est une lecture graphique qui peut se défendre dès lors que 1,25 fait office de support. La cassure éventuelle des 1,25 $ annihilerait
complètement et totalement cette potentielle structure de creux. Et le seul signal qui l'activerait serait un marché capable de briser en données H4 les sommets atteints hier par la paire euro-dollar. Alors pour le moment, eh bien, on constate que le marché appuie cette pattern sans pour le moment la valider. Donc, bon, alors là c'est plutôt pas mal, on voit que ça se met en place. Bon, l'Euro CHF, vous allez avoir beaucoup de contenu qui arrive sur le site, donc vous allez avoir beaucoup de choses intéressantes à lire. L'AUD NZD, je vous remontre ici sur ce graphique intraday l'existence de ce niveau des 1,0917. 1,0917 ça me plaît. J'attends le premier test et j'y mettrai un ticket, petite exposition, renfort au-dessus d'indice. Si le marché brise les 1,0917, c'est révolu pour cette stratégie. Alors, bon, l'USD Yen, je vous en ai parlé. L'USD CHF et l'Eurodoll, j'espère que le schéma est clair. L'USD CAD va se replier en direction des 1,1260. Le NZD USD, bon, réagit favorablement sur 0,7830. C'est vrai que c'est une ancienne ligne de tendance baissière en données journalières. On voit que le marché s'y intéresse. Cependant, j'ai davantage d'attrait pour l'euro-dollar, le GBP USD sur le court terme, ou encore l'euro GBP. Mais j'admets, j'ai reconnu l'existence d'un support à 0,7830 ici sur le NZD USD. Alors, bah écoutez, voilà, pour les paires de devises, pardon, c'est tout bon. L'once d'or, ça fonctionne un peu chez DFX comme une équipe de relais. J'ai pris le premier tour du stade en accompagnant une stratégie entre 1180 $ et 1204. J'en suis sorti à la cassure des 1190 et à ce moment-là j'ai donné le relais à mon collègue de droite qui est intervenu hier sur 1178. Et donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. Je pense que c'est stop 0 et probablement un marché capable de revenir tester les plus hauts atteints donc au début de la semaine. En ce qui concerne les cours de l'argent métal, en étant factuel mais sur du très court terme, le marché a fait un pullback sur 16 $ qui confirme donc son rôle de support. On est plutôt flat maintenant entre 16 et 16,50. Je n'y verrai pas franchement grand chose à faire. Par contre, vous avez eu hier après-midi, rappelez-vous en fin de journée, il y a eu un mouvement de vente qui a concerné tous les métaux précieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce n'était pas lié au dollar. Vous avez eu l'opportunité de vous positionner sur ce seuil que nous vous avons recommandé des 1184 $. Et vous avez eu plusieurs heures. Le marché aujourd'hui réagit favorablement. Nous pouvons viser 1219 $ désormais sur le court terme. Et forcément, cassure haussière de ce niveau permettrait de viser un retour à 1292 $ avec des objectifs bien sûr intermédiaires comme ici 1240 ou encore 1248. Bon, en tout cas, c'est intéressant et nous retrouvons finalement l'esprit de ce qui pourrait être quoi, cher Romain. On arrive sur un niveau majeur, on tente de le casser, on réintègre, on revient se poser dessus. La fameuse Magic Pattern. Donc viser 1220 $ me semble ici tout à fait intéressant. Et maintenant, qu'en est-il du cuivre? Eh bien, le cuivre, je ne maîtrise pas les fondamentaux de ce marché, c'est certain. Par contre, je maîtrise l'aspect intramarché, c'est-à-dire que dès lors qu'on note plusieurs métaux industriels qui au même moment semble attirer la faveur des investisseurs, on peut imaginer un espèce de mouvement d'ensemble propre à une classe d'actifs. En utilisant une analyse technique, je note ce type de formation en construction au-dessus des 3 $ et je vous ai donc invité à vous intéresser au niveau des 3 $ avec un stop sous 2,97 pour envisager un long sur les cours du copper. Petit bémol,
Notre contrat expire le 24 novembre, réduisant la fenêtre d'opportunité. Cependant, tant que ce marché est dans cette figure, eh bien, j'ai bon espoir que soyons capables d'aller chercher les 3,11 ici, sur les cours du copper. Et le gaz, écoutez, c'est haussier, aucun problème. Prochaine étape, franchir les 4,55 pour aller plus haut. Les cours du pétrole, je vous en ai parlé tout à l'heure. Désormais, je vais répondre donc à vos questions en mettant ici l'euro-dollar, l'euro GBP et je réponds donc à vos questions. Alors, c'est parti. Alors, ok. Bonjour Olivier75 et bon retour alors, si vous dites que ça fait longtemps. Alors JL, vous dites, alors en fait je pense que JL vous avez confondu, il y a plusieurs indices des prix à la consommation, en fait il y a plusieurs périodicités, il y a celui qui est d'un mois à l'autre et celui qui est d'une année à l'autre. Donc les 1,8%, il s'agit de l'inflation core qui exclut les éléments volatiles et notamment le prix de l'énergie. Donc on se concentre sur ce qu'on appelle en français l'inflation sous-jacente, donc ce qui est un peu le socle, quoi, la pierre angulaire du régime des prix, quoi. Donc c'est 1,8% en rythme annuel. Voilà, donc visiteur, le chiffre corps n'est pas de 0,2%. Ça, c'est d'un mois à l'autre. D'accord? Visiteur, vous nous rappelez que ce 1,8% concerne aussi l'inflation au Canada. Et il est vrai que nous avons une réaction dans un premier temps qui a été positive sur le CAD CHF. Cependant, il y a un niveau, moi, à terme, qui m'intéresse sur le CAD CHF, c'est cette ligne de tendance et cette moyenne mobile à 30 semaines. Que j'ai tracé ici sur un graphique en données 4 heures. Donc, bon, là, je vois pas réellement d'intervention envisageable sur le dollar canadien. Bon. Et d'ailleurs, sur l'euro-dollar, on est encore entre 1,25 et 1,2570. Donc, le marché n'a pas donné de signal, là. C'est comme ça, ça reste neutre, quoi. Alors, bon. Alors, pas mal de questions sur le franc suisse. Vous allez avoir beaucoup de contenu qui arrivera sur le site et notamment demain un webinaire à 16h. Alors, Marco, quelles sont les autres statistiques américaines? Alors, c'est assez simple. Cet après-midi, il y en a beaucoup. À 15h45, l'estimation flash de l'indice PMI secteur manufacture aux États-Unis. Et ensuite, à 16h, des statistiques immobilières dans le secteur immobilier ancien. En même temps l'indice de la Fed de Philadelphie, le fameux Philly Fed, et à 4h30 les stocks de gaz naturel. Bon, il y a pas mal de choses qui vont encore avoir une influence sur le marché. Pour l'instant, il n'a pas choisi de donner un signal. En tout cas, l'euro-dollar n'a pas donné de signal. Là. Quels pourraient être les signaux? Ils peuvent être de deux natures. L'absence de signal, c'est rester dans un range entre 1,25 et 1,2570. Un signal de vente, c'est casser 1,25$. Et dans ces cas-là, le marché retombera à 1,2438. Le signal d'achat consiste à casser à la hausse 1,2570 pour rejoindre ce que j'estime être une résistance weekly ici à 1,2770. La façon de se positionner, c'est quoi? Vous voulez acheter, vous achetez un support, vous voulez vendre, vous vendez une résistance. Puis après, il y a le biais de fond. Alors, je ne sais pas en fait, Manta Design. Crois-tu que les mains fortes essaient de faire peur aux particuliers, vendeurs, les fondamentaux sont favorables à une baisse de l'euro-dollar? Je ne sais pas. J'ai pas pris connaissance des derniers chiffres de notre SSI. Probablement quelque chose que je vous proposerai dans l'après-midi. Simplement, ce que nous avions noté hier, c'était que ce qu'on appelle le réservoir des vendeurs, c'était lui rempli. Donc d'une certaine façon, la majorité des traders particuliers ont désormais des positions vendeuses sur cette paire euro-dollar, qui dans toute la baisse a été plutôt le contraire. Il y avait une majorité de positions longues, ce qui entretenait mécaniquement la tendance baissière, notamment à chaque cassure de support des chocs déclenchés souvent par des stops de protection actifs. Alors les marchés, les indices boursiers, donc je vous en ai parlé assez largement tout à l'heure. Alors Manta Design, les particuliers, donc alors détrompez-vous, dans la baisse de l'euro-dollar, ils ont été pendant longtemps essentiellement acheteurs.
ce n'est que récemment, et de manière assez limitée, hein, qu'on a eu une majorité de vendeurs. Alors qu'est-ce que je pense de l'Eurocad? Eh bien j'en pense tout le contraire du CAD CHF. À peu de choses près quoi. Ces deux paires de devis sur le court terme ne présentent pas réellement d'opportunités de trading, un peu au milieu de nulle part. Ce qui est certain, c'est que le CAD CHF m'intéressera sur ces niveaux-là. MM30 semaines, ce qui signifie que, somme toute, l'Eurocad, eh bien, on tient 1,40, là on est au milieu de nulle part, la MM30 elle est là, on peut très bien latéraliser longtemps jusqu'à ce que la moyenne mobile tombe dessus. Et en prenant beaucoup de recul, on réalise que depuis le début du mois de septembre, c'est un espèce de range entre 1,40 et 1,45. Et là vous êtes à 1,42, donc autant vous dire en plein milieu. Alors, et donc l'once d'or, nous en avons parlé tout à l'heure. Les pétroles, c'est en attente. Alors, il y avait quelque chose que j'utilisais ici pour, ça fait partie un peu des baromètres que j'utilise pour envisager ce que pourraient donner les cours du pétrole. Et bon, c'est vrai que ça se stabilise. On peut voir certaines actions du secteur services pétroliers qui commencent à être recherchées. Il y a un léger sur le court terme, mais qui est peut-être dû à d'autres facteurs, renforcement du rouble face au dollar US sur le très court terme. D'ailleurs, en début de semaine, on a indiqué l'existence d'une contradiction ici de momentum. Ça ne me choquerait pas qu'on vienne chercher ce support-là. Ce qui serait vraiment un signal de prise de bénéfice, ce serait de casser ces 45,70. Alors est-ce que cela derrière s'accompagnerait d'une cassure de résistance sur le pétrole? Je ne sais pas. Mais voilà, ça vient un peu conforter l'établissement progressif d'un creux sur les cours du baril. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce qui serait un bon signal, ce serait de briser une résistance. Et briser une résistance, ce serait par exemple les 80 ici sur le Brent. Ou encore davantage les 77,46 sur le WTI, puisque voilà, c'est plus ou moins le wedge que je vous ai montré tout à l'heure sur l'horizon de temps journalier. Alors, ok Laurent, donc vous me proposez ici un article sur les matières premières. Ok, bah écoutez, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions, j'en vois pas davantage. Donc on va continuer de suivre le marché sur le forum et dans notre section Real Time News. Statu quo, j'ai envie de dire, on est plus ou moins dans la même situation technique que nous étions avant la publication de cet indice des prix à la consommation. Donc prochaine étape 15h45, puis 16h, puis 16h30. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif. Pensez à identifier et à avoir toujours en tête ce qu'on appelle les points. C'est essentiel lorsqu'on étudie les stratégies de trading. N'oubliez pas ce biais ici et ce qui pourrait être un rounding bottom. Merci à tous et à demain 14h15.